La théorie de la relativité restreinte fut une véritable révolution au moment de son élaboration en 1905 par Albert Einstein. Et aujourd'hui encore, c'est sûrement une des théories de physique dont le nom est le plus connu dans le monde. Pourtant, c'est bizarre parce que cette théorie est probablement la moins bien comprise par le grand public. Tous les gens qui en ont déjà entendu parler pensent que c'est quelque chose d'incompréhensible. En même temps, c'est normal, quand on imagine que ses conséquences peuvent être la contraction des longueurs ou encore le ralentissement du temps. On n'est pas du tout habitué à observer ce genre d'effet et on pense souvent que c'est de la pure fiction. Mais je vous assure qu'il est possible qu'un objet se contracte ou encore que le temps s'écoule à des rythmes différents pour deux personnes. Bien sûr, tout ça semble n'avoir aucun sens, mais il est possible de comprendre cette théorie de manière relativement simple. Mais avant d'en arriver là, il faut remonter un peu dans le temps, quand on pensait encore que la Terre était immobile. Cette idée était là depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, et notamment à cause de Aristote, qui avait carrément prouvé que la Terre était immobile grâce à une expérience assez marrante. En fait, il disait que si on lâche une pierre d'en haut d'un arbre, elle tombe verticalement. Donc, la Terre est immobile. D'après lui, si la Terre était en mouvement, la pierre se déplacerait pendant la chute et elle n'atterrirait pas exactement en dessous de là où on l'a lâchée. Donc même si cette preuve n'est pas très prodigieuse, pendant près de 2000 ans, presque tout le monde pensait que la Terre était immobile. Notamment à cause de la lecture de la Bible, puisque l'Église s'appuyait sur la preuve d'Aristote. Mais au XVIe siècle, Giordano Bruno va avoir un réel coup de génie. Cet ancien philosophe italien est sans doute la deuxième personne la plus importante dans l'histoire de la relativité. Après lui, bien sûr. Mais on n'y est pas encore. Donc Giordano Bruno, il va effectuer une autre expérience qui va montrer que la preuve d'Aristote n'est en fait pas une preuve. En fait, il dit que si on lâche une pierre du haut d'un mât sur un bateau en mouvement, la pierre arrive exactement en bas du mât, comme avec l'arbre sur la Terre. Donc ce que Giordano Bruno montre, c'est que la Terre pourrait très bien être en mouvement et que la preuve d'Aristote ne veut absolument rien dire. En plus de ça, il va être le premier à dire que l'espace est infini, donc forcément qu'il n'y a pas de centre de l'univers. Et ça, c'est un point extrêmement important pour la relativité, parce que c'est la première fois que quelqu'un dit qu'il n'y a pas de point privilégié dans l'espace. Forcément, toutes ces idées nouvelles ne plaisaient pas trop à l'Église, et en 1600, il va être brûlé sur le bûcher. Un peu plus tard, au XVIIe siècle, Galilée va utiliser le même principe que Giordano Bruno pour montrer que la Terre pourrait très bien être en mouvement. Lui, il dit que si on est par exemple dans la cabine d'un bateau avec une bouteille d'eau et qu'on la laisse goûter avec un récipient en dessous, les gouttes vont toujours tomber exactement dans le récipient, que le bateau soit immobile ou en mouvement. Mais quand le bateau est en mouvement, Galilée va rajouter une condition pour que ça puisse marcher. Il dit que ça fonctionne seulement si le bateau va tout droit et qu'il est à vitesse constante. À ce moment-là, on peut dire que l'expérience fonctionne tant qu'on est dans un référentiel galiléen. En gros, un référentiel galiléen, c'est comme un point de référence qui est soit immobile, soit à vitesse constante. Et justement, Galilée il va dire que tant qu'on est dans un référentiel galiléen, les lois de la physique seront toujours les mêmes. Pour faire simple, quand on est en mouvement, tout se passe exactement comme si on était immobile. Donc si on est dans un train par exemple, et qu'on ne peut pas voir dehors, alors il nous est totalement impossible de dire si le train est immobile ou à vitesse constante. Maintenant, ce qu'il est aussi important de noter, c'est que cette approche assez intuitive de Galilée, elle va explicitement être énoncée vers l'an 1640 par le philosophe français René Descartes, lorsqu'il va formuler ce qu'on appelle le principe d'inertie. Pour faire simple, ce principe dit que quand un objet est immobile, il a tendance à rester immobile. Et quand un objet se déplace, il a tendance à continuer à se déplacer. Donc, si vous lancez une balle dans l'espace par exemple, c'est-à-dire où il n'y a ni gravité ni frottement avec l'air, alors elle va continuer à avancer tout droit sans que sa vitesse ne diminue et elle ne devrait jamais s'arrêter. Bref, pour revenir à Galilée, je vais maintenant vous montrer un exemple tout simple qui vous est sûrement déjà arrivé. Vous connaissez sûrement cette situation où vous êtes assis dans un train et vous ne savez pas si c'est votre train qui est en train de démarrer ou celui sur la voie d'à côté.
Par exemple ici, on a l'impression que c'est le train d'à côté qui est en train de démarrer. Pourtant, je vous assure que c'est bel et bien mon train qui est en train d'avancer et le train d'à côté qui est totalement immobile. Donc en gros, être en mouvement, c'est précisément la même chose que d'être immobile. En d'autres termes, le mouvement à vitesse constante est comme rien. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de la naissance du principe de relativité. Pour faire simple, le principe de relativité, c'est dire que si je suis en mouvement par rapport à quelque chose, c'est exactement la même chose que de dire que cette chose est en mouvement par rapport à moi. On dit alors que le mouvement est relatif. Voilà un autre exemple pour ceux qui ont déjà joué à Mario Bros. Vous savez très bien qu'en fait, vous ne faites pas avancer Mario dans le monde, vous faites défiler le monde derrière lui. Pourtant, vous avez bien l'impression que c'est Mario qui avance. Donc ça nous montre bien que c'est exactement la même chose que de dire que c'est Mario qui se déplace par rapport au monde, ou de dire que c'est le monde qui se déplace par rapport à Mario. Donc vous voyez que le principe de relativité est présent même dans des jeux aussi connus que Mario Bros. Mais attention, pour l'instant, on n'en est pas encore à sa théorie de la relativité restreinte. Pour l'instant, on n'en est que au principe de relativité de Galilée. Ce principe de relativité va être complété et concrétisé en 1687 par M. Isaac Newton lorsqu'il va mettre en place ses 3 lois de la mécanique. C'est la première loi qu'il a formulée qui va exprimer le principe de relativité. Mais avant d'en parler, il faut rapidement comprendre ce qu'est une force. Alors, pour faire très simple, une force, on ne peut pas l'exprimer comme une chose, c'est un concept. Mais en gros, c'est une sorte d'influence qui va agir sur un objet et qui va permettre de le déplacer ou, si possible, de le déformer. Par exemple, vous appliquez une force quand vous ouvrez une porte. Ou encore quand vous tirez dans un ballon. Alors, pour revenir à la première loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle dit que si aucune force ne s'applique sur un objet, alors il est soit immobile, soit à vitesse constante. Donc là, Newton a formalisé le principe de relativité de Galilée. À propos de ça, il y a 2 choses fondamentales à savoir. Premièrement, Newton pense que l'espace et le temps sont absolus et indépendants l'un de l'autre. Donc en gros, ils ne bougent pas, et ils ne sont pas liés entre eux. Deuxièmement, Newton pense que la lumière est composée de corpuscules qui se déplacent à vitesse infinie. Donc un peu comme des minuscules grains qui se déplacent instantanément. Pendant presque 2 siècles, les idées de Newton ne sont jamais remises en question. Elles sont même considérées comme vraies. D'ailleurs, ces lois marchent parfaitement bien, elles sont extrêmement précises, et on les utilise régulièrement, par exemple, pour mesurer le mouvement des planètes. Donc pendant près de 200 ans, tout allait bien pour la physique. Jusqu'à l'année 1864, quand Maxwell a formalisé ses 4 équations de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est un domaine de la physique qui étudie les relations entre l'électricité et le magnétisme. Contrairement à Newton, Maxwell dit que la lumière n'est pas composée de corpuscules à vitesse infinie, mais qu'en fait la lumière c'est une onde électromagnétique à vitesse donnée. Donc une vitesse précise comme la vitesse du son par exemple. Le problème c'est que d'après la définition d'une onde, elle a besoin d'un milieu pour se propager, comme de l'air par exemple. Sauf qu'à l'époque, on savait déjà à peu près qu'il n'y avait que du vide dans l'espace. D'ailleurs, le son, qui est une onde, ne se propage pas dans l'espace. Désolé de vous décevoir, mais Star Wars, ça devrait plutôt ressembler à ça. Comme les équations de Maxwell marchent parfaitement bien, et que selon lui, la lumière est une onde qui a donc besoin d'un milieu pour se propager, on va faire une hypothèse et on va dire qu'il existe un genre de truc qui est partout et qui peut transporter la lumière. On va appeler ça l'éther, ou l'éther luminifère pour être précis, c'est-à-dire qui porte la lumière. Mais le truc c'est qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, si c'est un solide, un liquide, un gaz, ou peut-être autre chose qui nous est totalement inconnue. Par contre, il y a une chose qui est absolument claire à propos de l'éther. Pour qu'il puisse transporter la lumière, il doit être absolument immobile. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour les scientifiques de l'époque, parce qu'ils auraient justement un point de référence privilégié qui est absolument immobile. Et du coup, on pourrait mesurer le mouvement de n'importe quelle planète, étoile ou objet
par rapport à cet éther qui est justement immobile partout dans l'univers, quoi qu'il arrive. On va donc essayer de voir si l'éther est existant, et entre 1881 et 1887, les deux physiciens Michelson et Morley vont effectuer des expériences pour essayer de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Mais les résultats de ces expériences contredisent totalement les hypothèses sur l'éther, et ils ont permis de faire douter les scientifiques à propos de l'existence de cet éther. En plus de ça, l'éther n'est pas du tout compatible avec la mécanique de Newton, parce que lui, si vous vous rappelez bien, il suit l'idée du principe de relativité de Galilée, qui dit que le mouvement est relatif. Et comme l'éther serait a priori absolument immobile, alors cette loi ne marcherait plus. Mais bon, la plupart des scientifiques n'ont pas lâché le morceau par rapport à l'éther, parce qu'il semblait absolument indispensable pour faire marcher l'électromagnétisme. Donc, pour résumer, il y avait deux théories fondamentales en physique à cette époque-là. D'abord, il y avait la mécanique de Newton, avec laquelle l'éther n'est pas du tout compatible et où la lumière est composée de corpuscules à vitesse infinie. Et ensuite, il y avait l'électromagnétisme de Maxwell, avec lequel l'éther est indispensable, puisque la lumière est une onde à vitesse donnée. Un peu plus tard, en 1889, le physicien Heaviside va se rendre compte que, en fait, un champ électrostatique, c'est-à-dire une région de l'espace qui a été affectée par la présence d'une charge électrique, se contracte dans le sens de son mouvement. Et juste après Heaviside, le physicien Fitzgerald va un peu suivre cette idée, sauf que lui va partir d'une idée assez dingue, et il va dire qu'en fait la matière elle-même se contracte dans le sens de son mouvement. Et il pense que c'est justement à cause de l'éther, comme cette substance appliquerait une sorte de résistance. Cette idée de Fitzgerald, on va l'appeler la contraction des longueurs. Après ça, en 1892, le physicien Lorentz va partir du principe de relativité de Galilée, qui dit donc que le mouvement est relatif, et à ça, il va intégrer justement cette idée de la contraction des longueurs de Fitzgerald. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable, parce que Lorentz, à partir de ça, il va mettre en place des équations qui vont lui donner les mêmes résultats que ceux de l'expérience bizarre de Michelson et Morley. Ensuite, ces équations de Lorentz, elles vont être complétées par le mathématicien et physicien Poincaré, qui va d'ailleurs les appeler les transformations de Lorentz. Mais Poincaré, il va rajouter deux choses. Premièrement, il dit que la vitesse de la lumière est toujours la même dans toutes les directions. Et deuxièmement, il dit qu'aucun observateur ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ces deux éléments sont tellement proches de la relativité restreinte que certaines personnes lui attribuent même la découverte de cette fameuse théorie. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le véritable coup de génie d'Einstein qu'on verra après, et en plus de ça, il prend toujours en compte l'éther qui semble assez douteux. En fait, de plus en plus, on se rend compte d'un truc très embêtant. Quand on prend la mécanique de Newton, tout marche très bien, et quand on prend l'électromagnétisme de Maxwell, tout marche aussi super bien. Mais quand on essaye d'insérer l'électromagnétisme dans la mécanique, ça ne marche plus du tout. Et ça, c'est notamment à cause de l'éther, puisqu'il est indispensable pour l'électromagnétisme, alors qu'il est totalement incompatible avec la mécanique, comme on l'a dit avant. Donc les avis sur l'éther étaient très partagés à la fin du 19e siècle, et on en est là quand arrive monsieur Albert Einstein. À l'époque, Einstein n'avait même pas de maturité ou de baccalauréat ou quoi que ce soit d'autre, mais il avait quand même pu rentrer à l'école polytechnique fédérale de Zurich parce qu'à l'époque, il n'avait pas besoin de diplôme pour pouvoir étudier là-bas. Il n'était pas un élève très assidu, mais il était autodidacte et il faisait beaucoup d'expériences pratiques. En plus de ça, il était souvent beaucoup plus fort que ses professeurs. Il finit l'université en 1900, mais malheureusement il ne trouve pas de travail dans le domaine universitaire comme il le voulait depuis tout petit. En 1902, il n'a toujours pas de poste universitaire, et il va donc être obligé de déménager à Berne, où il va trouver un travail à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Me voilà actuellement devant la maison où Einstein vivait lorsqu'il a fait ses premières découvertes. À l'époque, il avait donc un travail avec des horaires assez difficiles, en plus de ça il avait un bébé à la maison, mais il trouvait quand même du temps pour travailler chez lui après son boulot et réexaminer des théories de physique.
À côté de ça, il y avait une priorité technique nationale en Allemagne qui était la synchronisation des horloges à distance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de méthode pour pouvoir synchroniser les horloges dans différentes villes assez éloignées, que ce soit en Allemagne ou partout dans le monde. Par exemple, à la mairie de Genève, jusqu'en 1902, il y avait 3 horloges différentes. Une qui indiquait l'heure de Genève, une qui indiquait l'heure de la capitale, Berne, et une qui indiquait l'heure de Paris. Alors, pour revenir à cette priorité technique en Allemagne, la raison principale était par rapport au chemin de fer, parce que ça donnerait des avantages militaires, mais aussi parce que ce serait bénéfique pour les passagers civils. Et donc on va essayer de résoudre ce problème en utilisant d'abord des techniques mécaniques. Mais on va vite se rendre compte qu'en fait ça ne marche pas du tout. Donc on va avoir besoin d'une autre méthode, et les scientifiques pensent que l'électromagnétisme va sûrement être la meilleure solution. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai raconté tout ça, mais je vous assure que vous allez comprendre par la suite. Bref, on en arrive finalement à cette fameuse année 1905 qu'on appelle l'année miraculeuse d'Einstein, pendant laquelle il va publier 4 articles révolutionnaires entre mars et septembre, donc en moins de 1 an. Parmi ces 4 articles, le troisième, il va l'appeler sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Et c'est dans cet article qu'il va exprimer la théorie de la relativité restreinte. En fait, il va s'intéresser au problème d'incompatibilité entre la mécanique et l'électromagnétisme. Mais en plus de ça, il va aussi essayer de répondre à la question de la synchronisation des horloges à distance. Ce qu'il dit d'abord, c'est que l'éther pose beaucoup de problèmes, et notamment par rapport à cette incompatibilité entre la mécanique et l'électromagnétisme. Et du coup, il va avoir une idée que personne n'avait osé vraiment exprimer avant lui, et il va dire qu'il faut supprimer cette hypothèse de l'éther pour que ces problèmes soient résolus. Donc déjà, en disant que l'éther n'existe pas, ça veut dire que la lumière doit forcément pouvoir voyager dans le vide de l'espace. Et donc Einstein va prouver qu'une onde électromagnétique, comme la lumière, peut voyager dans le vide. Le problème, c'est que pour pouvoir supprimer l'éther, il va falloir résoudre tous les problèmes que l'éther avait lui-même résolus, comme par exemple la contraction des longueurs de Fitzgerald. Einstein va donc créer une toute nouvelle théorie de l'espace et du temps, et c'est ça qu'on appelle la relativité restreinte. Il y a quelque chose d'étonnant à propos de ce troisième article, et en fait c'est que franchement il n'est pas si compliqué à lire. D'ailleurs il pose des questions assez simples. Au début de son article, Einstein pose la question suivante. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis, je cite, qu'un train arrive ici à 7 heures? Et il va répondre en disant, je veux dire que, je cite, la petite aiguille de ma montre qui pointe exactement le 7 et l'arrivée du train sont 2 événements simultanés. Donc je vois arriver le train exactement au même moment où ma montre indique pile 7 heures. Et là on voit que la simultanéité est logique puisque les 2 événements se passent au même endroit et au même moment. Ensuite il va aller un peu plus loin et il va partir du principe que le train arrive à un point A alors que lui il est à un point B. Disons que le train arrive à Genève pendant que lui il est à Berne. Et il demande alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le train arrive pile à 7 heures à la gare de Genève alors que moi je suis à Berne? Là il ne peut plus dire lui-même que les 2 événements sont simultanés parce qu'il ne peut pas voir de ses propres yeux quand le train arrive à Genève. Et dans la troisième question, il va demander qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Genève alors que moi je suis dans un train à 100 km/h entre Milan et Rome. Donc que je suis en mouvement par rapport à la gare de Genève. Là, même si ma montre indique pile 7 heures, est-ce que je peux dire que le train arrive en gare exactement au même moment? Et donc Einstein, il va essayer de répondre à toutes ces questions dans son troisième article. Mais avant, Einstein est obligé de reprendre le problème d'incompatibilité entre la mécanique de Newton et l'électromagnétisme de Maxwell. Et en fait, Einstein, dans son article, il va partir de 2 postulats. Donc 2 idées qui vont être cruciales pour toute sa démarche. Premièrement, si vous vous rappelez bien, quand Newton avait mis en place ces 3 lois de la mécanique, il avait repris le principe de relativité de Galilée, qui dit donc que les lois de la physique sont toujours les mêmes pour tout référentiel galiléen, et donc que le mouvement est relatif. Et Einstein, il aime bien cette idée, et c'est notamment parce que l'éther est incompatible avec ça, donc la mécanique, et il vient justement de dire que l'éther n'existe pas. Donc ça, c'est la première idée clé sur laquelle Einstein va se baser. Deuxièmement, quand Maxwell avait mis en place ses équations de l'électromagnétisme, il avait dit que la lumière se déplaçait à une vitesse constante,
donc à une vitesse fixe. Et Einstein, il va se tourner vers cette hypothèse parce que quand Maxwell avait déterminé la vitesse de la lumière, donc à une vitesse fixe, il avait utilisé des constantes physiques qui étaient déjà connues à l'époque. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est que Einstein va dire que la vitesse de la lumière sera toujours la même, quel que soit le référentiel. Donc en gros, elle sera toujours la même pour n'importe quel observateur, quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça exactement ? D'abord, il faut rapidement comprendre comment ça marche à des vitesses faibles, donc c'est-à-dire qui ne sont pas du tout proches de la vitesse de la lumière. Imaginez qu'il y a Albert assis à l'arrière d'une voiture et qu'il lance une balle à 50 km/h droit devant lui. Maintenant, si cette voiture est en train d'avancer à 100 km/h en même temps qu'il lance la balle, logiquement, les vitesses s'additionnent, et la vitesse de la balle par rapport au sol est de 150 km/h. D'ailleurs, quand on compare la situation où la voiture est à l'arrêt avec la situation où la voiture est en train d'avancer, on voit clairement que la balle va plus vite quand la voiture est en mouvement. Maintenant, imaginons qu'Albert a un pointeur laser et qu'il tire un faisceau de lumière à la vitesse de la lumière, donc à environ 1 milliard de km/h. Si la voiture est en train d'avancer à 100 km/h en même temps qu'il tire le faisceau de lumière, on pourrait croire que les vitesses s'additionnent également, comme avec la balle. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. En effet, vous pouvez voir que quand on compare les deux situations, la vitesse de la lumière reste toujours la même. Donc c'est exactement ça que ça veut dire que la vitesse de la lumière est la même pour n'importe quel observateur. En gros, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est un peu comme la vitesse limite. Donc ça, c'est la deuxième idée incroyable sur laquelle Einstein va se baser. Et en conséquence de ça, il va aussi dire autre chose. Il va dire que c'est impossible qu'il y ait un temps universel. Donc c'est-à-dire un temps qui est le même pour tout le monde. Et ça, c'est justement parce que la lumière a une vitesse limite, et donc il lui faut forcément un certain temps pour voyager dans l'espace d'un point A à un point B. Je vais prendre un exemple pour que tout ça soit un petit peu plus clair. Imaginez qu'il y a deux lampes qui sont reliées par un interrupteur et que vous êtes à l'endroit de cet interrupteur. Maintenant, il y a Albert à gauche des lampes et James à droite des lampes. Quand vous appuyez sur le bouton, les deux lampes vont s'allumer en même temps, mais uniquement pour vous, puisque vous êtes à la même distance des deux lampes et donc la lumière a la même distance à parcourir. Maintenant, du point de vue d'Albert, c'est clairement la lampe de gauche qui va s'allumer en premier, puis la lampe de droite, puisqu'il faut plus de temps à la lumière de la lampe de droite pour atteindre son œil. Alors que du point de vue de James, bien sûr, c'est la lampe de droite qui va s'allumer en premier. Donc, pour Albert et James, les deux événements ne sont pas simultanés. Mais alors, vous allez me dire, comment les événements peuvent être simultanés pour moi, mais en même temps pas simultanés pour Albert et James ? Et Einstein, il va répondre à cette question en partant d'un principe assez dingue. Si vous vous rappelez bien, au début de la vidéo, on avait dit que pour Newton, l'espace et le temps sont absolus, donc ils ne bougent pas. Et en plus de ça, il avait dit qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Ces idées étaient établies depuis des centaines d'années, et tout le monde était persuadé que c'était la réalité, que tout ça était vrai. Mais Einstein va dire que, en fait, l'espace et le temps sont relatifs et qu'ils sont liés entre eux. Donc pour faire simple, l'espace et le temps ne sont pas absolus et fixes, et en plus de ça, ils ne forment qu'un seul ensemble qu'il va appeler l'espace-temps. Plus concrètement, Einstein dit que l'espace peut se contracter et que le temps peut se dilater. Pour lui, la seule chose qui est fixe et absolue, c'est la vitesse de la lumière, quoi qu'il arrive et quel que soit le référentiel galiléen, comme on l'a vu avant. Et Einstein, en partant de ces principes de contraction des longueurs et de dilatation du temps, il va justement mettre en place des équations qui vont être d'une précision incroyable et qui, en plus de ça, vont être compatibles avec la mécanique de Newton et l'électromagnétisme de Maxwell. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la contraction des longueurs et la dilatation du temps ? Et comment ça marche ? D'abord, il faut que quelque chose soit bien clair. Tous ces effets de la relativité ne deviennent vraiment visibles que à des vitesses très proches de celles de la lumière. Et le truc, c'est que la vitesse de la lumière,
est environ égal à 1 milliard de kilomètres/heure, comme on l'a vu dans l'exemple des voitures. Si on convertit ça en kilomètres par seconde, ça nous donne 300 000 kilomètres par seconde. Et ça veut dire qu'à chaque seconde qui passe, la lumière parcourt 300 000 kilomètres. Sachant que 300 000 kilomètres par seconde, c'est environ 10 000 fois la vitesse de nos fusées les plus modernes, l'homme est très loin d'approcher la vitesse de la lumière. Pour réduire ça à l'échelle humaine, c'est comme si la lumière allait à la vitesse d'un avion de chasse, alors que nous ne pouvions que aller à la vitesse d'une tortue. Et c'est pour ça que ces effets relativistes semblent être à première vue totalement fictifs. Bref, en tout cas ce qui est certain, c'est que cette vitesse va avoir un effet sur la longueur des objets. Par exemple, une fusée qui se déplace rapidement par rapport à vous semblera plus courte qu'une fusée qui est immobile par rapport à vous. Et plus cette fusée ira vite, plus cette fusée vous semblera contractée. Mais encore une fois, on ne pourrait vraiment voir cet effet que si la fusée allait à une vitesse qui est proche de celle de la lumière. Attention, ça ne veut pas dire que la contraction des longueurs est totalement inexistante à des vitesses faibles, ça veut juste dire qu'elle est très négligeable. Par exemple, pour que la fusée fasse un peu moins de la moitié de sa longueur d'origine, elle devrait voyager à 90% de la vitesse de la lumière, soit à peu près 900 millions de kilomètres/heure. Maintenant, je vais vous montrer une petite expérience pour vous expliquer cette contraction des longueurs. Imaginons un tunnel de 8 mètres de long et un train de 10 mètres de long. Maintenant, disons que le tunnel peut se fermer puis se réouvrir instantanément de chaque côté. À première vue, il semble totalement impossible de faire rentrer tout le train dans le tunnel. Cependant, si on suppose que le train avance à 90% de la vitesse de la lumière et du coup qu'il ne mesure plus que 5 mètres, on pourrait fermer et réouvrir instantanément les deux côtés du tunnel sans que le train ne les ait touchés. Pourtant, le train ne se contracte pas vraiment. En fait, la contraction des longueurs n'est pas concrètement une compression physique, c'est une question de point de vue. On peut montrer ça assez simplement avec un crayon par exemple. Si vous tenez un crayon devant vous à l'horizontale et qu'ensuite vous le faites pivoter, vous avez l'impression qu'il devient plus petit. Bien sûr, vous savez que ce n'est pas le cas, puisque vous pouvez bouger votre tête et le voir depuis des points de vue différents. Mais maintenant, imaginez que justement, vous ne pouvez pas le voir depuis un autre point de vue. Imaginez que vous vivez dans un monde où vous pouvez uniquement percevoir les ombres, par exemple, donc un monde à 2 dimensions. Quand le crayon pivote, vous le voyez uniquement devenir plus court et vous n'avez aucun moyen de savoir ni même d'imaginer qu'il est en fait en train de pivoter dans une 3e dimension, puisque vous ne pouvez que voir 2 dimensions. Maintenant, si on ramène ça à l'échelle humaine, vous savez très bien que nous, on peut percevoir 3 dimensions, et non pas 2 comme dans l'exemple avec les ombres. Et donc la 3e dimension imperceptible de l'exemple précédent serait pour nous une 4e dimension qu'on ne peut pas percevoir. Donc si on reprend l'exemple du tunnel et du train, en fait le train ne va pas concrètement se compresser, mais il va pivoter dans une 4e dimension. Et plus il va se déplacer à une grande vitesse, plus il va pivoter. Mais nous, dans notre monde à 3 dimensions, on ne peut que percevoir sa projection, donc un peu comme l'ombre dans l'exemple avec le monde à 2 dimensions. Et c'est pour ça qu'il va vraiment nous sembler plus court. Mais alors, quelle serait cette 4e dimension qui est bel et bien existante, mais que nous ne pouvons ni voir ni même représenter? Vous l'aurez deviné, le temps. Et c'est donc les 4 dimensions de notre univers qui forment ce qu'on appelle l'espace-temps. En gros, le temps est une dimension supplémentaire qu'on ne peut pas percevoir, et c'est dans celle-ci que les objets vont pivoter, ce qui fera qu'on les verra vraiment plus courts. Mais l'espace n'est pas la seule chose qui peut se déformer. Le temps lui-même peut se dilater lorsqu'on s'approche de la vitesse de la lumière. Maintenant, pour comprendre cette dilatation du temps, on va imaginer un rayon lumineux qui est réfléchi entre les parois de 2 miroirs. Prenons un autre dispositif similaire, mais cette fois-ci, disons que les miroirs avancent à une vitesse proche de celle de la lumière. Disons que Albert regarde ce qui se passe dans le dispositif en mouvement et que James regarde ce qui se passe dans le dispositif immobile. Si on relance l'animation, on voit que pour Albert,
le rayon lumineux doit forcément parcourir une plus grande distance entre chaque miroir. Et si on se rappelle du deuxième postulat d'Einstein, il dit que la vitesse de la lumière doit être toujours la même quoi qu'il arrive, et donc elle doit aussi être la même pour Albert et James. Et donc leurs rayons lumineux doivent logiquement taper les parois de leur miroir en même temps. Sauf que pour calculer une vitesse, vous savez sûrement qu'il faut diviser la distance parcourue par le temps qui s'est écoulé pendant le déplacement. Et comme le rayon lumineux d'Albert doit parcourir une plus grande distance, alors que la vitesse de la lumière doit être restée la même et le temps doit aussi être a priori resté le même, comment cela est-il possible? Eh bien, le seul moyen pour que ça puisse marcher, c'est que le temps pour Albert ne soit justement pas le même, mais qu'il soit dilaté. Ou plus simplement qu'il s'écoule plus lentement que celui de James. Regardez l'horloge de Albert. Vous pouvez voir que l'aiguille de sa montre avance moins vite par rapport à celle de James. Cela permet donc à la lumière de parcourir cette plus grande distance tout en conservant la même vitesse. Et c'est ce phénomène qu'on appelle la dilatation du temps. Attention, il ne faut pas parler de la vitesse du temps, ça ne veut rien dire. Comme la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, la vitesse du temps, ce serait de dire que la vitesse est égale au temps divisé par le temps. C'est un petit peu absurde, et c'est pour ça qu'on parle de la dilatation du temps. Maintenant, il y a aussi quelque chose de très important à comprendre. Pour Albert, le temps ne s'écoule pas moins vite, il s'écoule tout à fait normalement. Et en fait, Albert ne se rend pas compte que son temps est dilaté par rapport à celui de James. Ce qui se passe, en fait, c'est que le temps de Albert s'est tout simplement désynchronisé avec le temps de James. Ce n'est que après avoir effectué son voyage que Albert se rendrait compte des conséquences, par exemple qu'il aurait moins vieilli que James. Je sais que tout ça paraît aller totalement contre le bon sens, mais c'est normal parce que tous ces effets ne sont pas du tout apparents dans la vie de tous les jours. Mais pour comprendre la théorie de la relativité restreinte, il faut absolument arrêter de penser que le temps est fixe pour tout le monde. Comme le dit Étienne Klein, il y a autant de temps propre à un observateur qu'il y a d'observateurs différents. Le temps est relatif. Mais la dilatation du temps ne suffit pas à permettre à la lumière de garder toujours la même vitesse. La contraction des longueurs que nous avons vue avant permet aussi de réduire la distance que la lumière a besoin de parcourir et donc elle pourra toujours garder la même vitesse. En résumé, c'est grâce au fait que le temps soit dilaté et au fait que le dispositif en mouvement soit contracté que la lumière garde toujours la même vitesse pour Albert et James. Mais alors maintenant, vous allez me dire, comment on sait que tous ces effets sont bel et bien réels, alors que nos fusées les plus rapides sont très loin d'approcher la vitesse de la lumière? Eh bien sachez qu'on a d'autres moyens extrêmement précis de vérifier l'existence de ces phénomènes a priori impossibles, comme avec des accélérateurs de particules par exemple. Dans ces énormes machines comme celles présentes au CERN, on arrive à faire voyager des particules à des vitesses très proches de celles de la lumière, et cela nous permet donc de vérifier les effets de la dilatation du temps. Par exemple, certaines particules sont très instables et elles se désintègrent très vite après avoir été créées. Et on a remarqué que quand ces particules voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, il y a plus de temps qui passe entre le moment où elles sont créées et le moment où elles se désintègrent. Certaines particules en mouvement vivaient jusqu'à 30 fois plus longtemps que des particules immobiles. Maintenant, un autre type d'expérience a aussi été réalisé pour prouver que cette dilatation du temps est bel et bien réelle. Avant, j'ai dit que les effets de la relativité ne deviennent vraiment visibles qu'à des vitesses proches de celles de la lumière. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement inexistants à des vitesses faibles. Ça veut juste dire qu'ils sont négligeables. Pourtant, avec des horloges atomiques ultra précises, on arrive quand même à discerner une petite différence quand on les met dans des avions de ligne, même s'ils vont 1 million de fois moins vite que la lumière. En 1971, on a fait une expérience et on a d'abord synchronisé 4 horloges atomiques. Ensuite, on a laissé 2 horloges au sol et les 2 autres ont été placées à bord d'avions de ligne qui ont volé chacun 2 fois autour de la Terre. Une fois en direction de l'Est et une fois en direction de l'Ouest. Et au retour des 2 avions,
Leurs horloges étaient bel et bien désynchronisées de celles qui étaient restées au sol, avec une différence de l'ordre du millionième de seconde. Les effets de la dilatation du temps étaient donc extrêmement petits, mais ils étaient bien existants. Maintenant que vous avez compris comment marche cette fameuse théorie de la relativité restreinte, est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a été formulée grâce à un problème qui semblait à première vue assez simple à résoudre? En effet, vous vous rappelez sûrement que Einstein voulait répondre au problème de la synchronisation des horloges à distance en Allemagne. Et du coup, ce qu'il a prouvé avec la relativité restreinte, c'est que c'est tout simplement impossible. En fait, on peut toujours synchroniser deux horloges à un moment précis et au même endroit. Mais à partir du moment où on va en déplacer une par rapport à l'autre, alors elles vont se désynchroniser puisque chaque horloge va mesurer son propre temps. Donc en fait, le seul truc qu'on peut vraiment faire, c'est resynchroniser les horloges régulièrement. Le problème ne peut donc pas être résolu, et comme disait Einstein, une personne intelligente résout le problème, une personne sage l'évite.